Ah, mes enfants, vous savez ce qu'on dit? La blessure la plus profonde vient souvent de la main en laquelle on avait le plus confiance. Quand ma voisine Claire m'a tendu l'argent ce jour-là, j'ai cru voir, après la mort de mon Sylvain, le plus grand geste de bonté qui se soit présenté à moi. En vérité, ce n'était que le début d'un plan sournois destiné à me prendre ma maison, mon foyer, tous mes souvenirs. Mon brave mari, Sylvain, quand il a fermé les yeux pour toujours, ce n'est pas seulement mon compagnon de route que j'ai enterré, c'était aussi le pilier de notre maison, car j'ai appris dans une lettre de la banque, venue frapper à ma porte comme un coup de froid, jusqu'à quelle dette immense il s'était engagé pour maintenir le toit au-dessus de nos têtes. Je ne savais pas que mon Sylvain, pour que Hélène ne se fasse pas de soucis et garde le cœur léger, s'était consumé à petit feu, et la dette restante, avec les intérêts, avait enflé comme une avalanche, devenue une montagne que mes 3 sous de pension de réversion ne pourraient jamais gravir. Je ne voulais pas tendre la main à mes enfants, ni leur charger le cœur. Je me suis dit que je ferais avec mes moyens. C'est alors que ma voisine de 40 ans, Claire, m'a vue si démunie. Un soir, elle s'est pointée avec un plat encore tiède. Elle m'a dit: « Madame Hélène, j'en suis malade de ce que j'ai appris. Vous êtes pour moi ce qu'il me reste de Sylvain. Prenez cet argent, faites taire la banque, et vous me rembourserez quand vous pourrez. » À ces mots, le monde m'a semblé s'éclairer. Ah, ma pauvre naïveté! Comment aurais-je pu deviner qu'en hérité, Claire ne me rendait pas service? Elle profitait de ma détresse, et par ce geste, passait la corde autour de mon cou pour s'emparer de ce dernier souvenir de mon mari, notre maison. Et puis, mon enfant, le jour où j'ai versé jusqu'au dernier centime à la banque et où je me suis libérée de ce fardeau d'avis de saisie, j'ai respiré comme si je renaissais. J'éprouvais pour Madame Claire une reconnaissance si grande que je me promettais de ne jamais oublier sa bonté jusqu'à mon dernier souffle. La première semaine après le règlement de la dette, Claire a commencé à user mon seuil. « Ne restez pas seule, Hélène, il ne faut pas que vous déprimiez, » disait-elle, en arrivant chaque jour avec une marmite de cuisine. Au début, c'était un baume. Mais bien vite, plus que ses plats, ce sont ses yeux qui me rongeaient. Il courait partout dans la maison. Au commencement, je prenais ses remarques. Ces murs auraient besoin d'un bon coup de peinture. Ou le fauteuil de feu Sylvain prend toute la place. Si vous le jetiez, l'air circulerait mieux. Pour de bons conseils d'ornement. En réalité, elle ne cherchait pas les défauts de ma maison. Elle guettait ses points faibles. À peine un mois après m'avoir prêté l'argent, la voilà, une tasse de café à la main. « Ma petite Hélène, je vois que tu n'utilises jamais le potager du fond. Quel gâchis! Donne-le-moi. J'y mettrai quelques tomates et poivrons. Je t'en garderai et on déduira petit à petit sur la dette, qu'en dis-tu » Là, j'ai senti l'eau glacée me couler dans le dos. N'avait-elle pas dit que l'argent n'était pas pressé, que je rembourserais quand je le voudrais? À cette table de cuisine, j'ai compris d'un coup que l'argent de Claire n'était pas un secours d'amis, mais un hameçon lancé sur la dernière relique de mon mari, cette maison. Devant ce que j'entendais, ma langue s'est nouée, mon enfant. Ce « on déduira sur la dette » a transpercé mon cœur reconnaissant comme un poignard glacé. Je ne savais plus quoi répondre. Je me suis contentée de hocher la tête comme pour dire oui, car le poids d'être redevable à Claire m'ôtait toute force de résistance. Dès l'aube du lendemain, je l'ai trouvée dans mon jardin, pioche et pelle à la main, comme si la terre lui appartenait depuis 40 ans. Elle arrachait d'un geste brusque les rosiers que mon Sylvain chérissait et la belle treille qui nous faisait de l'ombre. Pour moi, ce n'était pas qu'un jardin,
C'était le lieu où nos souvenirs prenaient racine. Tapie derrière la fenêtre, je la regardais faire, le cœur en sang, sans pouvoir émettre un mot. Après tout, la femme payait ma dette, elle valorisait le jardin, et j'étais tellement écrasée sous cette fausse bonté que je me voyais contrainte d'assister, muette, au saccage de ma propre maison, de mon propre bout de terre. Elle ne se contentait plus de bêcher. Jusqu'au soir, elle s'asseyait sur le banc du perron, interpellait les passants et donnait des ordres aux alentours comme si elle était la véritable maîtresse des lieux. Sans vergogne, elle pesait 3 tomates cueillies dans le potager et me lançait « Tu vois, Hélène, aujourd'hui, on a encore déduit un peu de ce que tu me dois », en tenant la comptabilité comme une boutiquière. La goutte qui a fait déborder le vase, ça a été le week-end dernier. Elle a installé dans le plus joli coin du jardin son barbecue et tout un salon de jardin. Forte de mon silence, elle a ajouté « Le week-end prochain, on vient tous, enfants compris. Ne t'en fais pas, on ne te dérangera pas. » s'appropriant au grand jour un morceau de mon foyer. Quand ce week-end est arrivé, toute sa tribu a déferlé dans mon jardin, comme s'il s'agissait du terrain de leur père. Vacarme, brouhaha, fumée du barbecue, éclats de rire, cris d'enfants. Notre havre de paix, où je buvais jadis mon café en silence avec Sylvain, s'est changé en foire. Sous prétexte de ne pas me déranger, elle a filé dans ma cuisine pour y faire sa salade. Là, j'ai compris avec amertume que la limite du jardin avait été franchie. Elle ne touchait plus seulement à ma terre, mais à mon intimité, à ce foyer où 30 ans durant, j'ai partagé le pain avec Sylvain. En regagnant ses invités, son regard a accroché la petite chambre à Dami, celle dont je n'ouvre presque plus la porte depuis la mort de mon mari et où dorment tant de souvenirs. « Oh, Hélène, quelle pièce laissée vide, quel gâchis !» À mon cœur a bondi à ma gorge. Pour la première fois, j'ai vu sans voile l'avidité et la convoitise dans ses yeux. Avant même que je comprenne, elle a enchaîné. « Mon petit se prépare au bac. À la maison, le vacarme des frères l'empêche de travailler. Toi, tu utilises cette pièce comme un débarras. Donne-la-moi, je nettoie, je mets un bureau, l'enfant viendra y réviser au calme. On comptera ça comme un loyer et ta dette baissera plus vite, d'accord ?» Mon enfant, à cet instant, mes genoux se sont dérobés, j'ai été comme foudroyée. Après le jardin, c'était désormais une chambre de ma maison qu'on s'appropriait ouvertement. Ce « on déduira sur la dette » était devenu une chaîne qui me fermait la bouche et me tenait captif chez moi, tandis que Claire, profitant de mon silence, s'emparait de ma maison morceau par morceau. Avant que je n'ai le temps de dire « Attends, Madame Claire, cette chambre est remplie des souvenirs de feu mon mari, ne faites pas ça !» Claire avait déjà retroussé ses manches. « On tire ces 2 malles dans le hall, la machine à coudre ira dans l'entrée, disait-elle. Et elle commença à remuer mon passé, à traîner mes souvenirs d'un endroit à l'autre. Son audace, qui ne me laissait même pas formuler un nom, me glaça le sang. Le lendemain, son fameux fils, qui prépare le bac, Mathieu, arriva le sac à dos sur l'épaule. Il n'eut même pas la politesse de me regarder en entrant. Son salut sec et froid traduisait le mépris pour le sait que c'était chez moi. Et il claqua la porte de la chambre si violemment que la photo de Sylvain accrochée au mur trembla. Cette chambre devint pour moi une boîte close. Au milieu de la nuit, de la musique étrange s'en échappait et troublait mon sommeil. Le matin, l'état de la salle de bain me faisait mal au cœur. Claire, elle, s'excusait d'un ton léger. « Oh, Mathieu est un peu bordélique, pardonne-le. » Et sous prétexte de voir son fils, elle s'ingéniait à entrer et sortir de ma maison, de ma cuisine, sans clé et sans permission. La paix de mon foyer avait totalement disparu. Ma maison silencieuse était devenue un lieu où des jeunes inconnus allaient et venaient, où la salle de bain était constamment occupée et où l'on calculait même la part des repas pris dans ma cuisine.
Ce garçon prenait ma maison pour une sorte de foyer étudiant et Claire me présentait tout cela comme une façon de rembourser la dette. Ce jour-là, j'ai compris, mon enfant. Je ne perdais pas seulement mon jardin et une chambre, je perdais toute voix au chapitre dans ma propre maison. L'argent empoisonné de Claire ne servait pas à inscrire la maison au nom d'un titre de propriété, mais à prendre possession de ma volonté. Cette femme, profitant de ma faiblesse, faisait de moi une servante, une paria chez moi. Mathieu, le soi-disant qui va étudier, ne restait plus dans sa chambre. Parfois, au milieu de la nuit, il s'étendait sur le canapé du salon et se plongeait dans des émissions bruyantes comme s'il était le maître des lieux, tandis que moi, j'étais réduite au silence et privée de sommeil. Un matin, rassemblant mon courage, j'allais dire à Claire « Ma fille, les nuits sont devenues impossibles à cause du bruit de Mathieu. Pourrait-il lui demander d'être plus raisonnable ?» Elle me coupa la parole. « Oh, Madame Hélène, c'est un jeune homme, et puis il rembourse ta dette, tu vois comme il te rapporte un petit loyer. Fais un peu d'effort. » À peine quelques jours après cette réprimande, Claire vint se planter devant moi, la tasse à la main. « Ma chère Hélène, ma maison est tellement en désordre ces jours-ci, tu sais. C'est la tournée chez nous ce week-end. Ton salon est si vide. Si on faisait la réunion ici cette semaine, qu'est-ce que tu en dis ?» J'en fus comme frappée de stupeur. Ce salon était mon intimité, le dernier refuge où je m'asseyais en paix avec Sylvain. Maintenant, Claire posait les yeux sur le cœur même de mon foyer et me demandait de me le céder comme s'il s'agissait d'un paiement sur sa dette. Avant que je n'ai pu protester en balbutiant « Madame Claire, ce n'est pas possible, c'est ma chambre à coucher !» Elle me bâillonna presque en disant « Ça ira très bien, on fera un après-midi ensemble, on considère ça comme une grosse déduction sur ta dette. Ainsi tu seras soulagée et moi aussi. » Et voilà que mon salon était en un trait inscrit comme une nouvelle ligne au sombre registre de sa dette. Ah, mon enfant, ce matin-là, Claire frappa à ma porte avant même que les coqs ne chantent. Avec l'aisance de qui réaménage son propre salon, elle déplaçait les fauteuils où j'avais tant de matin pris le café avec feu mon mari, marmonnant pour elle-même « Cette vitrine vieillit l'ensemble, il faudrait la retirer ». Quand ses invités commencèrent à arriver au compte-gouttes, c'était à Claire qu'il revenait d'ouvrir la porte et de leur dire « Entrez, mes chéris ». Moi, je restais réfugiée derrière la porte de ma cuisine comme une servante muette, regardant, impuissante, mon salon se remplir des rires de femmes que je ne connaissais pas. Assise à la place d'honneur de mon propre salon, elle racontait mon malheur comme s'il s'agissait d'une belle action de sa part. Je donne un coup de main à Madame Hélène. Elle était seule, la maison avait besoin d'être remise en état. Je voulus mettre un peu d'ordre. Et, sans pudeur, elle m'appelait depuis la cuisine. « Hélène, tes feuilletés salées ont refroidi, amène-les !» Un des invités, admirant l'assiette en porcelaine qui venait de ma mère, se pencha vers la femme à côté de Claire. J'entendis sa voix dire « Oh, voyons, ces vieilleries, donne-moi la maison, je jetterai tout ça et je ferai une déco moderne. » À cet instant, ce n'était plus l'assiette qui me fendait le cœur, mais moi-même. Elle posait la main non seulement sur ma maison, mais sur mon passé, sur les dernières traces de Sylvain. Pour moi, cette femme n'était plus une voisine, elle était un vautour attendant ma faim. Quand ce groupe bruyant quitta enfin ma maison, au milieu du salon restaient des assiettes sales, des traces de boue sur le sol et l'odeur tenace d'un parfum étranger, comme une souillure sur le neur de mon foyer. Moi, écrasée sous le poids de ces paroles empoisonnées, j'étais restée hébétée au milieu du désordre. Après avoir raccompagné son dernier invité, Claire effaça son sourire factice et se planta devant moi, son sinistre cahier de compte à la main. L'affectation Madame Hélène avait laissé place au visage glacial d'un commerçant venu encasser ce qu'on lui doit. Elle me dit « Madame Hélène,
On voit bien que vous ne pourrez jamais me rendre cette somme, ni par une location du jardin, ni avec la chambre de Mathieu. La maison tombe en ruine, les travaux coûteraient trop cher. Et comme un coup, elle me projeta mon impuissance au visage. Avant que je n'ai pu réagir, elle ajouta « Ne compliquons pas les choses. Transfère-moi la maison et j'efface ta dette. Je prendrai soin de ta maison et ferai de vraies réparations. » Elle parlait de mon foyer de 30 ans comme si elle achetait un cajot de tomates au marché. Et sans honte, elle conclut « On ne te mettra pas à la porte, on te laissera la petite chambre où dort Mathieu. Tu pourrais y rester jusqu'à la fin de tes jours. Qu'est-ce que tu veux de plus? Pas de frais pour toi. » À l'idée qu'elle m'octroie une chambre de paria dans ma propre maison, j'ai perdu le souffle tant le choc fut grand. Mon enfant, au moment où j'ai entendu ces mots « On te laissera la petite chambre », tout ce qui me restait de gratitude et de résignation envers Claire s'est changé en une colère glaciale. Être traitée comme une intruse dans la maison que mon mari m'avait laissée en héritage, cela a brisé en moi la femme silencieuse que j'avais toujours été. Je ne me souviens même plus comment ma voix, que personne n'avait entendue s'élever depuis des années, a jailli. « Tu te rends compte de ce que tu dis, Madame Claire ? C'est ma maison, le legs de mon Sylvain. Avec quel courage oses-tu me la réclamer, puis me jeter une pièce de pitié en m'offrant cette chambre où même un chien ne resterait pas ?» Face à mon éclat, son masque d'ange s'effondra. Pour la première fois, je vis sur son visage une dureté implacable. Elle gronda « C'est toi qui ne comprends pas, Hélène. L'argent, tu étais bien contente de le prendre pour sauver ta maison, mais quand il s'agit de rembourser, tu fais la fière ?» J'eus à peine le temps de lui crier « Je ne veux ni ton argent, ni ta pitié, sors d'ici !» qu'elle se retourna dans l'embrasure de la porte, me lançant d'un rire amer « Et avec quoi tu paieras? Ta pension misérable? Je te donne 1 semaine. Soit tu me cèdes la maison proprement, soit mon avocat s'en chargera, et je te la retirerai de sous les pieds. » La porte claqua si fort que la photo de Sylvain trembla au mur. Là, j'ai compris. Je n'avais pas reçu l'aide d'une voisine, mais mis le pied dans le piège d'une prédatrice. Ce papier insignifiant que j'avais signé le jour où j'avais accepté son argent, c'était en réalité mon arrêt de mort. Ah, mon enfant, après qu'elle eut claqué la porte, le silence tombé sur la maison était si lourd que je ne saurais dire combien de temps j'y suis restée immobile. Ces mots « Tu me donnes le titre où je prends la maison » résonnaient dans ma tête comme une sentence, me vidant de toute force. Mes yeux se sont posés sur la photo souriante de Sylvain au mur. Mais au lieu d'y puiser du courage, j'ai entendu une voix cruelle murmurer « Ton mari est parti, la colonne de ta maison est tombée, tu es seule, Hélène. » Ce sentiment d'abandon, de solitude absolue, s'est abattu sur mes épaules plus lourdement qu'un papier de saisie. Ma main s'est tendue vers le téléphone. J'ai voulu appeler mon fils à Paris, ma fille à Lyon, leur dire « Venez vite mes enfants, on m'arrache ma maison ». Mais chaque fois la honte m'a clouée sur place. Honte d'être cette femme naïve, dupée, prise au piège d'une fausse amie. Cette nuit-là, pas 1 minute de sommeil. Repliée sur le canapé, je revivais la scène où Claire m'avait tendu cet argent, son regard de fausse tendresse, ses mensonges de petite déduction. J'ai compris avec horreur qu'elle avait conçu ce plan le jour même où mon Sylvain fut enterré, guettant ma faiblesse, attendant ma chute. Quand le premier jour de ce délai d'1 semaine se leva, je ne savais toujours pas quoi faire. Je n'avais ni l'argent pour un avocat, ni la force d'expliquer mon malheur à quelqu'un. Et pendant ce temps, son fils Mathieu se prélassait encore dans la chambre de ma maison. Cette maison qui, sous la menace de Claire, ne m'apparaissait plus comme un foyer, mais comme un camp de captivité dont j'avais moi-même remis les clés à mon bourreau.
Mon enfant, les 2 premiers jours de ce délai d'1 semaine m'ont semblé durer 2 siècles. La nuit, je ne trouvais plus le sommeil. Le jour, chaque coup à la porte me faisait bondir le cœur. Voilà les avocats, ils vont me mettre dehors, pensais-je. J'étais devenue dans ma propre maison une fugitive qui se cachait d'un coin à l'autre. Le 3e jour, vers la fin de l'après-midi, le fameux fils de Claire, ce soi-disant étudiant, Mathieu, surgit de sa chambre en criant dans son téléphone « Ne fais rien, j'arrive tout de suite !» Puis il partit en trombe. Sa panique, sa hâte, rien à voir avec un jeune homme préparant un examen. Il quitta la maison si précipitamment qu'il oublia pour la première fois depuis des mois de fermer sa porte à clé. En moi, la peur murmurait « Ne regarde pas !» Mais une autre voix, plus forte, disait « Tu dois savoir ce que cette femme trame sous ton toit. » Mes jambes, malgré moi, m'ont conduite jusqu'à cette porte. Je l'ai entr'ouverte en tremblant, et ce que j'y ai vu m'a glacé le sang. Pas un seul manuel, pas un cahier, mais la table couverte de journaux de courses hippiques, de tickets de paris déchirés et d'un ordinateur si coûteux qu'il m'aurait fallu 3 pensions pour en acheter un pareil. À cet instant, debout, au milieu de ce désordre, tout s'est éclairé. Le « mon fils va étudier » de Claire n'était qu'un énorme mensonge. Elle avait placé son vaurien de fils ici comme un espion pour mieux m'entourer, pour infiltrer ma maison de l'intérieur. Et je venais de le comprendre bien trop tard. En regardant cette pièce imprégnée d'odeurs de jeu et d'argent, j'ai senti la colère monter, plus forte que la peur ou la honte. Cette femme s'était moquée de mes bons sentiments, elle avait tourné en dérision ma naïveté. Alors que je m'apprêtais à quitter la chambre, l'écran de l'ordinateur s'est allumé. Je lis mal, mais je savais reconnaître ce que je voyais. Ce n'étaient pas des notes de cours, mais une liste de noms accompagnée de sommes astronomiques, bien supérieures à celles que j'avais empruntées, et des mots effrayants écrits en rouge, intérêt de retard, pénalité. En y regardant de plus près, j'ai reconnu certains de ces noms, des veuves comme moi, des femmes âgées du quartier sans famille, Émilie, Françoise et d'autres. J'ai compris avec effroi que je n'étais pas la seule proie, que Claire avait tissé sa toile sur tout le voisinage. Ma peur devint panique. Mon regard tomba sur un tiroir entrouvert sous la table. Ma main tremblante s'y glissa. Ce que j'y découvris acheva de m'anéantir. Des liasses de billets, des actes de propriété au nom d'autres maisons et des feuilles blanches déjà signées. Et là, parmi ces papiers, j'ai vu le mien, ce contrat que j'avais signé bêtement en pensant emprunter de l'argent. Claire n'était pas une voisine, c'était une usurière sans scrupules qui dépouillait les vieilles femmes seules de leur toit, et son fils Mathieu était mêlé jusqu'au cou à ses affaires sordides. Mon enfant, quand j'ai vu ces liasses d'actes de propriété dans le tiroir, ces feuilles blanches signées que des malheureuses avaient apposées sans savoir ce qu'elles signaient, j'ai compris avec horreur que Claire n'essayait pas seulement de prendre ma cuisine, elle avait contaminé tout le quartier comme un cancer. Ces documents que je tenais n'étaient pas le fruit d'un simple profit, mais la preuve d'une kyrielle de foyers brisés, des malheurs de tant de mères, des vies anéanties. À peine avais-je eu le temps d'assimiler le choc des titres et des liasses que j'entendis la porte d'entrée grincer.
et les pas précipités de Mathieu dans l'escalier. Un froid glacé me traversa. Enfonçant à la hâte ces preuves et ce butin sale dans le tiroir, je n'osais même plus imaginer les conséquences si on me surprenait. Quand j'ai fait un pas pour regagner ma cuisine et m'y réfugier, j'ai aperçu la lumière du couloir s'allumer. Mathieu appelait déjà d'un ton sec « Maman, il y a quelqu'un ?» et se dirigeait tout droit vers sa chambre. Je ne saurais dire comment je me suis glissé sans bruit dans l'ombre, entre les vieux manteaux de feu Sylvain. Lorsqu'il entra dans la pièce, mon cœur battait à tout rompre. Je pressais ma poitrine contre les étoffes, retenant mon souffle. Sa première chose fut d'ouvrir le tiroir et d'inspecter son contenu. Puis, sortant son téléphone, je l'entendis dire « Allô maman, c'est réglé, mais ne traîne pas avec cette Hélène. Le délai d'1 semaine est presque écoulé. On récupère le titre, cette maison nous faut. » Au moment où il s'éloigna pour boire un verre dans la cuisine, j'ai rampé comme une souris hors de la cachette et me suis précipité dans ma chambre. En verrouillant la porte derrière moi, une certitude glaciale m'a traversé. Je n'étais pas seulement une pauvre femme incapable de rembourser une dette, je n'étais pas devenue une témoin dangereuse qui connaissait tous les secrets d'un réseau de prêteurs sans scrupules. Et cette maison pouvait bien devenir ma tombe. Quand j'ai rabattu le vieux verrou de la porte de ma chambre, le dos collé au bois froid, écoutant les pas insouciants de Mathieu, quelque chose de l'ancienne Athis tremblante et terrifiée avait disparu. La phrase que j'avais entendue au téléphone « Prenez le titre de la maison d'Hélène » frappait mon esprit comme une gifle. Il ne s'agissait pas d'un simple prêt, mais d'un combat pour la vie. Toute la nuit, derrière la porte fermée, je n'ai pas cessé d'errer sur le divan de feu Sylvain, repassant en boucle la scène. L'argent de Claire tendu comme une fausse bienveillance, son infiltration sous le prétexte « Je cultiverai ton jardin », puis l'installation d'un fils que l'on disait étudier et qui devenait l'œil et la sentinelle du gang. À présent, j'en étais certaine. Cette mère et son fils avaient fait de l'extorsion aux femmes seules leur métier. À l'approche de la fin de la semaine que l'on m'avait concédée, je savais aussi que porter plainte à la police serait vain. Claire essuierait ses larmes factices et accuserait une Hélène de mensonge, me tournant en ridicule devant tout le monde. J'avais besoin des titres trouvés dans le tiroir de Mathieu, de la liste d'ordinateurs, de ses noms imprimés. Sans ces preuves, je n'avais aucune chance. Or, tandis que Mathieu rôdait dans la maison comme un gardien et que Claire pouvait frapper à la porte à chaque instant, il m'était impossible de retourner dans la chambre pour récupérer ces documents scellés. Si l'on découvrait que je connaissais leurs vices, ils me tueraient en silence, m'enverraient rejoindre feu Sylvain, j'en étais certaine. J'ai compris que les pleurs et les lamentations ne serviraient plus à rien. Pour m'arracher à ces montres, il me faudrait être plus rusé qu'eux. Une parole me revint, un peu comme un dernier écho de Sylvain. « Hélène, le plus grand piège est celui que ton ennemi n'imagine même pas. » Cloîtré dans ma chambre, assailli par la peur, j'ai commencé à ourdir un plan dangereux pour frapper Claire avec sa propre arme. Mon enfant, toute la nuit j'ai passé assise derrière cette porte verrouillée, sur le divan de feu Sylvain, me demandant comment chasser ce vaurien. J'ai compris que je ne pouvais rien faire de front. Il fallait que j'attende, tapis comme en embuscade, le moment où Mathieu quitterait la maison pour s'enfoncer dans ces mondes de jeux et de courses afin de pouvoir agir. Aux premières lueurs du matin, j'ai collé l'oreille à la porte. J'entendais Mathieu bâiller, puis descendre vers la cuisine. Moi, je ne pouvais ni avaler une bouchée, ni fermer l'œil. Tout mon être était tendu, guettant l'instant où ce jeune débauché sortirait enfin de la maison. Enfin, vers midi, l'occasion se présenta. Son téléphone sonna avec colère, il saisit sa veste en criant « J'arrive !»
claqua la porte et partit. Ce claquement n'était plus pour moi une menace, mais le signal de mon salut, le feu vert pour déclencher mon plan. Dès que je fus sûre qu'il était parti, je sortis de ma chambre verrouillée, mais consciente que le réel danger demeurait. Claire pouvait revenir à tout instant. En jetant un coup d'œil par la fenêtre du salon vers sa maison en face, je vis qu'elle n'était pas là, probablement au marché comme d'habitude. Je pus enfin respirer. C'était le moment. Ni le fils vaurien ni la mère prêteuse n'étaient là. Je n'avais que quelques secondes pour pénétrer dans la chambre où étaient cachés les salles secrets. Allumer l'ordinateur et récupérer les actes de propriété qui pouvaient sauver mon foyer. La peur d'être prise me rongeait, mais pour préserver la mémoire de feu Sylvain, j'ai tourné la poignée. Oh mon enfant, en entrant dans la chambre de ce vaurien, j'eus la honte d'un voleur dans ma propre maison. Pourtant, cette honte n'était rien devant la détermination de sauver la demeure léguée par mon mari. Sans perdre une seconde, je me précipitai vers le tiroir sous le bureau, là où ils cachaient leur saleté. Mes mains tremblantes ouvrirent le tiroir. Les liasses de billets, les titres volés et le maudit contrat sur lequel j'avais signé se trouvèrent là, emmêlés comme un nid de serpents. Je saisis mon acte de propriété et surtout les feuilles signées qui portaient les noms des autres victimes, des preuves irréfutables de leur usure. Comme si je touchais du feu, je glissais ces papiers dans ma chemise de nuit, près de mon cœur. Ces bouts de papier étaient les chaînes qui m'assujettissaient, mais aussi mon billet de sortie. Au moment où j'allais sortir, l'écran encore allumé de l'ordinateur attira mon regard. Ce vaurien n'avait même pas pris la peine d'effacer la liste des noms et les calculs d'intérêt en rouge. Toutes les victimes étaient là, étalées sous mes yeux. Je me rappelais alors la phrase de feu Sylvain. « Hélène, si quelque chose d'urgent arrive, le numéro de la police est ici. » Et mon vieux portable, dont je peinais à composer les touches, me revint en mémoire. Les doigts tremblants, j'attrapai l'appareil et pris en photo l'écran où figuraient les noms, les dettes et les intérêts de retard. J'ai senti au fond de moi que cette image marquerait la fin de Claire. Mon enfant, quand j'ai vu s'afficher image enregistrée sur le petit écran de mon vieux téléphone, ce fut comme si un poids immense me quittait les épaules. Je n'étais plus sans voix face à Claire. J'avais maintenant plein la main les actes de propriété et la preuve évidente que cette femme était une usurière qui brûlait des vies innocentes. Alors que je m'apprêtais à sortir de la chambre, le cliquetis de la serrure et les jurons rageurs de Mathieu me paralysèrent. Mon téléphone faillit glisser de ma main. Tout mon sang se retira de mon visage. Il était revenu et j'étais sur le point d'être prise en flagrant délit. Je n'eus pas une seconde pour courir jusqu'à ma chambre et fermer la porte. Les pas de Mathieu résonnaient dans l'entrée. Mon regard tomba sur le lit défait. Et malgré mes 70 ans qui me faisaient mal jusque dans les os, je me précipitai sans hésiter sous le cadre.
me faufilant dans l'obscurité et la poussière. Caché là, la bouche couverte de la main, retenant mon souffle, j'entendis Mathieu entrer en trombe dans la pièce. Il grogna en cherchant « Où ai-je foutu cet argent maudit ?» Puis alla droit vers le tiroir que j'avais fouillé. En ouvrant le tiroir et en fouillant à la hâte, mon cœur manqua un battement. Heureusement pour moi, le vaurien cherchait seulement de l'argent pour ses dettes de jeu. Il ne remarqua pas que les actes et les contrats signés avaient disparu. Après un juron, il quitta la pièce en menaçant « Je demanderai à ma mère » et claqua la porte. Je me retrouvai dans l'attente, sous ce lit sale, tremblante, partagée entre l'étonnement d'avoir échappé au pire et la force des preuves que je tenais désormais. Quand le vacarme s'éteignit au dehors et que je compris que la maison était enfin vide, je rampai hors de ma cachette, courbé par la douleur dans les os. Ma première action fut de palper la chemise de nuit où j'avais caché ces précieux documents, le trésor qui mettrait fin au règne d'eau claire. Je savais désormais qu'une minute de plus dans cette maison pouvait me coûter la vie. Mère et fils pouvaient revenir à tout moment, et dès qu'ils découvriraient l'absence des papiers, ils sauraient que je savais trop de choses. Cet endroit n'était plus mon foyer, c'était un piège dressé pour m'enterrer. Je filai dans ma chambre sans prendre de baluchon ni de couverture. Je ne partais plus pour fuir, je partais pour chercher justice. Je pris seulement la vieille photo souriante de feu Sylvain sur la commode et mon portefeuille usé où ne restait que 3 francs. Puis je jetai un dernier regard à la porte de la maison que j'avais habitée 30 ans. Je sortis comme un voleur, sans bruit. Je n'allais pas me plaindre à mes enfants ni pleurer dans un coin. Je n'attendrai pas la fin de la semaine que Claire m'avait accordée. C'était mon heure, ma petite révolution. J'avais les preuves et j'allais les faire valoir. La poche remplie des actes volés et de la photo de l'écran, je pris la direction du commissariat au bas de la rue. Je n'allais pas pleurer, j'allais demander des comptes. J'allais frapper à la porte de l'État pour faire payer à cette femme et à ce vaurien tout le mal qu'ils avaient fait. Ah, mon enfant, quand je franchis la porte du commissariat, le cœur me battait encore à la gorge. Mais mes pieds ne reculaient pas. C'était la dernière citadelle où des gens seuls comme moi pouvaient espérer trouver justice. Je n'étais pas venu pour pleurer. J'étais venu pour faire payer Claire et son vaurien de fils. Le jeune commissaire assis derrière son bureau me dévisagea d'abord, surpris par mon allure poussiéreuse et délabrée. « Parlez, madame, quel est votre problème ?» me dit-il. Un nœud me serra la gorge. Je commençai « Ma voisine Claire tente de me chasser de chez moi. Elle s'installe comme si c'était sa maison. Elle prétend que je lui dois tout. » Et je vis aussitôt sur le visage du commissaire cette lassitude habituelle, comme s'il allait classer cela en simple querelle de voisinage. Comprenant qu'il allait me renvoyer d'un revers de main pour que j'aille plaider ailleurs, je déposai alors, sans attendre, sur la table toute la saleté que j'avais serrée contre moi. Les actes de propriété d'autres victimes, les feuilles signées et les contrats vides arrachés au tiroir de Mathieu. Voici les papiers des autres victimes qu'elle a dupées. C'est une usurière, dis-je. La lassitude du commissaire s'effaça, remplacée par un sérieux glacial. Pour frapper au cœur de leur réseau, je sortis alors mon vieux portable et montrai la photo prise de l'écran de l'ordinateur de Mathieu, la liste avec tous les noms et les calculs d'intérêt. Voilà son registre de compte, la preuve qu'elle a brûlé tout le quartier, annonçai-je.
Le commissaire bondit et courut prévenir son supérieur. Quelques minutes plus tard, le commissariat s'anima. Des appels radio, des ordres. Un policier en civil me tendit un verre d'eau et me dit « Ne vous inquiétez pas, madame. Ce que vous nous avez apporté est sérieux. Nous allons démanteler ce réseau. Dites-nous seulement quand elle revient. » Je sentis pour la première fois depuis des mois le poids sur mes épaules s'alléger. Je n'étais plus seule et le délai que Claire m'avait donné ne servirait pas à ses desseins. Une fois que j'eus expliqué et présenté chaque preuve, les policiers me dirent « Restez chez vous, comme si de rien n'était, et attendez là, nous interviendrons. » Mon cœur retomba dans ma gorge, car le jour de la fin du délai était arrivé, et j'allais me tenir au piège qu'on m'avait tendu pour sauver ma maison. De retour chez moi, des policiers en civil étaient cachés dans la chambre de feu Sylvain et dans la cuisine. Moi, je restais assis sur le fauteuil du salon, mon chapelet dans ma main, attendant le coup à l'âme. Quand la porte sonna l'après-midi, Claire entra, arborant son sourire repoussant de victoire. « Alors, Madame Hélène, le délai est expiré. Avez-vous préparé l'acte ou dois-je faire venir mes avocats ?» dit-elle. Je la regardai droit dans les yeux et répondis « Je n'ai pas préparé votre acte, Madame Claire. En revanche, j'ai préparé votre registre et les actes volés. » À l'instant où je prononçais ces mots, les policiers en civil surgirent de la cuisine et de la chambre en criant « Ne bougez pas, police !» Claire, qui quelques instants plus tôt paradait comme la conquérante, se figea, abasourdie, face à la force de l'État. Avant même qu'elle ait pu s'écrier « C'est un mensonge !» Les titres des autres victimes que j'avais apportés et la photo de l'écran glissé de mon téléphone furent posés sur la table. À l'extérieur, les équipes avaient déjà appréhendé Mathieu, surpris en flagrant délit lors d'une autre arnaque. Moi, je restais assise, regardant en silence cette femme menottée, emmenée hors de ma maison comme on expulse un bandit, et sentant pour la première fois depuis longtemps que ma maison me revenait. Ah, mon enfant, ce jour-là, j'ai compris que les pires méfaits se cachent souvent sous les plus brillants masques de bonté. Ma maison, mon foyer, la mémoire de feu Sylvain m'étaient rendus. Claire et sa bande allaient répondre de leurs crimes, derrière les barreaux, sous le poids des plaintes des autres victimes. Et moi, même si la vie peut vous laisser impuissante, j'ai appris à travers cette douloureuse leçon à ne jamais renoncer à chercher la justice.